Quand on est une femme, il y a une attente. Quand on est un homme, il y a une attente. Tant que ces stéréotypes liés au genre ne seront pas complètement abolis, il y aura toujours cette identification. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite, en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors... Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre? Crayonniste, bonjour. Dans l'épisode d'Œil pour Œil d'aujourd'hui, je reçois Lucille Joma, présidente de l'association SOS Homophobie. Avec elle, j'ai parlé des luttes LGBT. Qui sont ceux qui subissent de la LGBT-phobie? Qui sont les principaux agresseurs? Et est-ce que le combat LGBT est compris par tout le monde? Y a-t-il aussi des tensions internes au combat LGBT, entre lesbiennes par exemple et femmes trans? Ce sont les questions que j'ai posées à Lucille Joma et c'est ce dont on a parlé. SOS Homophobie revient d'ailleurs chaque année avec un livre de témoignages sur les LGBT-phobies, avec différentes personnes qui relatent des faits LGBT-phobes. Alors, selon vous, est-ce que la société est suffisamment perméable aux luttes LGBT et est-ce que le gouvernement devrait en faire plus? Donnez-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Laissez un j'aime et mettez un commentaire, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Bonjour Lucille, c'est un vrai plaisir de t'accueillir ici pour un épisode d'Œil pour Œil. Tu es la présidente de SOS Homophobie et on va parler donc de l'homophobie et j'ai une première question qui me vient dans un premier temps, c'est quoi le contexte actuel de l'homophobie? Est-ce que c'est en recrudescence? Est-ce que ça baisse? Est-ce qu'il y a un sentiment d'homophobie? Alors bonjour Antonin déjà. Le climat actuel a plutôt tendance à... En fait, il faut vraiment distinguer deux choses. Le climat avec toutes les discriminations qu'il peut y avoir et également comment les gens vont dénoncer ces choses. Et donc, ça donne un état des lieux de ce qui se passe. Un état des lieux qu'on reporte, par exemple, sur notre rapport annuel qu'on sort tous les ans sur les LGBT-phobies, qui est tiré donc de témoignages reçus sur nos dispositifs d'écoute, donc une ligne d'écoute, un chat et également un courriel. Donc ça donne un état des lieux général des gens qui vont appeler, qui vont faire la démarche de dénoncer. Et on ne peut pas faire un état des lieux des discriminations dans l'ensemble. Mais tous les ans, il est plus conséquent tous les ans ou pas? Alors, il n'est pas plus conséquent. On a des chiffres qui augmentent, qui ont augmenté ces dernières années. Cette année 2020, c'était une année particulière avec le Covid. Les gens étaient dans des situations ont eu moins d'interactions sociales. Mais par contre, elles ont eu des interactions sociales au sein de la famille, du voisinage. Et par contre, on a eu beaucoup plus de témoignages de personnes victimes de discrimination dans le cercle privé. Donc c'est quelque chose qui est important à noter, que les discriminations ont lieu partout et c'est dans le cercle privé, c'est assez important. Comme toutes ces discriminations sont vraiment présentes à la fois de la part des parents, des frères et sœurs, que des voisins. Ça c'est quelque chose de très problématique parce qu'il y a beaucoup de harcèlement qui découle de ces discriminations, puisqu'on est en contact régulier avec ses voisins, ses parents, etc. Donc c'est des faits récurrents qui entraînent aussi un mal-être important. Et c'est quelque chose de nouveau ça? C'est quelque chose qui est beaucoup sorti pendant ce confinement puisqu'on était beaucoup plus dans un cercle clos. Donc ça a vraiment mis en lumière ce phénomène. Et puis beaucoup moins de possibilités de pouvoir sortir et aller discuter avec des camarades de classe et faire un exutoire et donc pouvoir être dans un endroit safe pendant un moment et qui fait qu'on se sent mieux. Là, les gens étaient vraiment dans un cercle clos et donc il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en mal-être cette année. C'est quelle tranche d'âge qui subit l'homophobie en général? Alors, il y a toutes les tranches d'âge. Cette année, on a relevé quand même une grande augmentation des jeunes. Donc moins de 18 ans, ça représente une personne sur 10 qui nous a contactés. Donc c'est énorme en fait. C'est énorme. C'est en augmentation tous les ans. Il y a les jeunes aussi s'identifient LGBTI beaucoup plus tôt que précédemment. Font leur coming out plus tôt aussi. Et donc du coup subissent des violences dans les établissements scolaires. Pourquoi ils le font beaucoup plus tôt? Parce qu'il y a une acceptation plus grande dans la société? Il y a une visibilité plus grande surtout. Une visibilité plus grande. Et donc quand on voit des gens qui vivent leur vie normalement, ça incite beaucoup plus à faire son coming out.
Donc voilà, ça c'est un peu les témoignages qu'on a reçus cette année. On reçoit tous les ans. Cette année, on a reçu 1800 témoignages. Donc l'année dernière, on était à plus de 2500. Donc ça oscille tous les ans. On n'a pas les résultats pour 2022. Donc les témoignages reçus en 2021. Mais voilà, on a quand même un effet de l'environnement. Donc cette année du confinement, et on attend de voir l'effet post-confinement, ce que les témoignages qu'on va avoir reçus, s'il y a eu une augmentation, une diminution par rapport aux années avant confinement. Donc sachant qu'il y a quand même eu des mesures qui ont été prises au cours des différentes années. Et donc ce qui est important de noter aussi, c'est que pour qu'il y ait une véritable acceptation dans la société de l'homosexualité, de la transidentité, il est important qu'il y ait une égalité des droits. En fait, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas sur tous les sujets, surtout pour les personnes qui ont fait une transition. Il y a des sujets, il y a des droits qu'ils n'ont pas encore. Et donc, tant qu'on n'aura pas une véritable égalité des droits, il y aura toujours une considération comme quoi on est inférieur. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir une véritable égalité des droits, des véritables sanctions quand les gens réalisent des actes LGBTI-phobes. Mais par exemple sur les droits, qu'est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un de lesbienne, gay, bi, trans n'a pas le droit de faire qu'un citoyen qui n'est pas LGBT aurait le droit de faire? Alors, pour les personnes trans, il y a actuellement, il y a eu la PMA par exemple qui a été ouverte. Une personne trans qui a fait un changement d'état civil ne pourra pas faire de PMA, et donc c'est une possibilité de construire une famille qui n'est pas possible. Donc ça, c'est une discrimination. Il y a également des discriminations. Il y a de plus en plus quand même de droits qui sont acquis. Après, il y a des lois qui sont mises en place, mais l'effectivité de ces lois n'est pas encore acquise en fait, parce qu'on a vraiment un manque de moyens pour les mettre en place. Et donc ça, c'est très important aussi que on puisse, en plus de ces lois, aller plus loin, mais vraiment réaliser tout ce qui est nécessaire pour que ces lois se mettent réellement en place. Donc surtout des moyens humains et financiers. Ouais, mais par exemple sur la question des trans, t'as évoqué qui peuvent pas avoir des enfants, enfin de manière légale parce qu'il y a certains freins. Est-ce que une association comme SOS Homophobie comprend le fait que parfois pour certains Français il y a encore une barrière morale de se dire justement, comment se positionne SOS Homophobie? Est-ce que à ce stade-là c'est de la transphobie, ou est-ce que c'est une morale qui est parfois au-delà de, je pense à certains principes pour certaines personnes qui se disent en fait c'est pas possible qu'une personne trans fonde une famille? Pourquoi on refuse des droits à certaines personnes qui vivent leur vie de manière tout à fait classique? Là, si une personne trans a changer son état civil, elle n'a pas le droit de faire de PMA. Si elle n'a pas changé d'état civil, elle a le droit de faire une PMA. C'est complètement absurde en fait. Complètement absurde. On se base en disant qu'une femme, elle peut porter un enfant, point. Un homme peut avoir ne pourra pas porter d'enfant, point. C'est ça le problème de la loi, c'est qu'on ne se base pas sur les organes génitaux, mais on se base sur là c'est le genre en fait. Si on change c'est pas changer grand chose en fait dans cette loi, c'est changer vraiment la formulation. Et ça permettrait de changer beaucoup de choses. Les personnes trans, elles ont déjà des enfants en fait. C'est juste qu'elles vont aller à l'étranger, elles vont faire le parcours du combattant, mais elles ont déjà des enfants. Qu'elles aient fait une transition avant ou après, elles arrivent toujours à avoir des enfants. Et c'est quoi le problème du coup? C'est le rapport, la société qui aujourd'hui, c'est la société française qui est que vous direz peut-être en retard par rapport à d'autres pays, ou est-ce que c'est le gouvernement, les choses qui sont fastidieuses dans les démarches administratives? C'est quoi? Alors là, c'est le gouvernement qui n'a pas voulu, les législateurs qui n'ont pas voulu parce que ça ne changeait pas grand-chose dans la loi. Parce que il y a ce concept qu'on ne peut pas être, par exemple, un homme trans et porter un enfant. Ce concept-là ne passe pas dans la société. Il y a une barrière, ça passe pas du tout. Alors que
ça change rien en fait. C'est une personne, tout simplement. Et donc oui, il y a besoin de qu'il y ait des gens qui aient des familles, qui aient des enfants et qu'ils soient visibles pour montrer que ces enfants sont tout à fait normaux et qu'ils vivent normalement leur vie d'enfant, qu'ils vont à l'école, qu'ils grandissent normalement. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir changer cette image que la société a des personnes trans. C'est vraiment en faisant de la visibilité. Et ça, c'est vraiment super important. De la même manière que la PMA de couples de femmes, c'était dans la société pas accepté. Mais en montrant des images, en montrant que les enfants sont tout à fait, y a pas de différence en fait. C'est des enfants qui sont aimés. Et au fur et à mesure, la société elle évolue. Voilà, il y a un besoin d'évolution, de compréhension de ces concepts par la société. Est-ce que SOS Homophobie, vous êtes une association féministe ou c'est pas vos combats? Oui, donc on a une association à la fois de lutte contre le sexisme et contre les LGBTI-phobies, donc on a des revendications aussi féministes. Pour nous c'est important parce que le sexisme est vraiment la base des LGBTI-phobies. Les stéréotypes de genre sont vraiment la base des LGBTI-phobies. Les féministes féministes radicales qui ne veulent pas intégrer des femmes trans dans leur combat, comment vous positionnez par rapport à ça? Alors déjà en général les féministes donc radicales, je dirais même plus moi des féministes radicales qui sont anti personnes trans, donc c'est ce qu'on va plutôt appeler sous le terme TERF, et donc ce sont des féministes qui ne considèrent pas qu'une femme trans est une femme déjà. Donc ça, n'oublions pas que ça c'est de la transphobie, c'est-à-dire ne pas respecter l'identité de genre d'une personne, c'est de la transphobie. Si c'est dit de manière publique, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc ne pas reconnaître une femme trans comme une femme, c'est de la transphobie. Ne pas nier son identité de genre, c'est de la transphobie en fait. Okay. C'est de la discrimination, c'est de la en fonction de comment ça va être perpétré, comment ça va être dit, ça peut être de la diffamation aussi, vraiment porter atteinte à la personne. Donc surtout si c'est un outing, si on dévoile le fait que c'est une femme trans alors que personne n'était au courant en fait. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas possibles en fait. C'est puni par la loi la transphobie. Et ça vous arrive d'avoir des tensions en interne, de par exemple certaines femmes lesbiennes qui pourraient être justement dans cette lutte aussi de féminisme radical et rejeter certaines femmes trans? Alors en fait on a une association LGBT, donc en fait si on ne respecte pas les L, les G, les B, les T et les I, on n'a pas notre place à SOS en fait. C'est vraiment les valeurs de l'association qui sont aussi basées sur le respect, le respect, la bienveillance, etc. Et ça, ce n'est pas bienveillant d'être discriminant envers quelqu'un. Donc, ce n'est pas possible dans l'association. Le seul élément qui peut faire un peu pas tension, mais c'est quand on parle de santé sexuelle. Quand on parle de santé sexuelle, on va avoir des tensions dans le sens où nous on part un peu du principe qu'on parle d'organes génitaux puisqu'il s'agit la sexualité c'est vraiment basé sur des organes génitaux, et donc on va plutôt parler en gros par exemple personne avec une vulve ou de ces termes là, et donc il peut y avoir des petites tensions dans le sens où du coup on peut pour être inclusif, inclure à la fois les personnes intersexes, les hommes trans, les femmes trans, les femmes cis, etc. On ne va pas nommer tout le monde parce on peut s'identifier avec une multitude. On a parlé des personnes intersexes, gender fluide. Enfin, il y a tellement de termes qu'on ne peut pas faire une liste de toutes les personnes, de toutes les identifications. Donc, on a tendance à parler de personnes avec une vulve. Donc ça peut créer une tension parce que du coup, on n'utilise plus le terme femme, le terme homme trans, etc. Ouais. Mais voilà, c'est un peu la seule tension. Pour les règles aussi. Exactement, parce que exactement, ça peut être ce genre de et encore ce genre de personnes qui menstruent, ça veut dire que ça exclut les femmes trans. Enfin voilà, c'est assez compliqué comme thématique en fait.
Et vous avez pas peur parfois de perdre justement certaines personnes qui seraient justement dans ce rejet-là, mais qui seraient concernées par des discriminations parce qu'ils sont soit lesbiennes, soit gays, soit bi, mais qui rejettent peut-être parfois d'autres. Alors nous, si les personnes nous appellent, il y a aucun souci. En fait, on les écoute. L'association, on est là pour écouter, accompagner, etc. Après, bien sûr, s'il y a des insultes ou des discriminations perpétrées par à l'encontre des bénévoles, là par contre ça va être plus compliqué. Mais on accompagne tout le monde en fait. On n'a pas de discrimination, on ne va pas discriminer les gens pour les accompagner et les soutenir en fait. Comment vous positionnez aussi par rapport à une vision plus globale et plus on va dire internationale par rapport aux luttes LGBTI dans le monde et aux discriminations dans le monde? Je pense déjà même rien qu'en Europe, en Hongrie, en Pologne, mais un peu plus loin en Russie, quand on parle de propagande LGBT. Comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, en effet, dans l'est de la France, enfin, il y a vraiment l'Europe qui est, pas de la France, pardon. Il y a vraiment l'Europe qui est coupée en deux, entre l'est et le ouest. Nous, on est beaucoup plus une association nationale. On n'est pas vraiment identifié internationalement comme une association ayant un poids international. Hein. Donc, voilà, on essaye de développer un petit peu tout ce qui va être avec le Parlement européen, mais voilà, ça va pas être un grand développement. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que sur notre ligne d'écoute, on reçoit des témoignages de personnes souvent qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent du Maghreb, qui sont dans des situations très compliquées. Nous, en France, on ne peut pas en général faire grand-chose de la France, donc on va essayer de on a tissé des liens avec des associations locales pour pouvoir les rediriger vers ces associations-là. Voilà. Donc on n'a pas un poids important à l'international. Par contre, bien sûr, on condamne complètement les propos, les comportements, les lois qui ont été mis en place pour complètement rendre l'homosexualité passible de prison, voilà, c'est pas possible ça. On rappelle d'ailleurs que très récemment en Iran, il y a 2 personnes qui ont été exécutées pour homosexualité. Exactement, ils étaient condamnés depuis plusieurs années, ils ont passé plusieurs années en prison. 6 ans encore. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui ne doit plus arriver nulle part en fait. On ne peut pas être condamné pour son orientation sexuelle ou son identité de genre, c'est-à-dire pour la personne qu'on est en fait. Ouais. C'est pas comme si on avait fait un acte qui était en opposition avec la société. C'est un acte privé en plus, dans le sens où on peut, enfin voilà, il n'y a pas de visibilité en général, surtout dans les pays où c'est comme en Iran, les gens sont cachés en fait. Donc. Ouais. Et vous n'avez pas de liaison avec d'autres pays, d'autres associations? On a peu d'associations de liens avec l'international, ouais. Ça n'existe pas des associations Si bien sûr, bien sûr. La plus connue c'est quand même Amnesty International qui a un pôle LGBT qui vraiment milite pour les droits des personnes LGBT partout dans le monde. Et donc c'est vraiment l'association qui a le plus de poids à l'international. Est-ce que vous avez des attentes pour l'élection présidentielle? Bien sûr. Vous avez fait des propositions Oui. Donc on a plusieurs éléments qu'on veut mettre en avant. Déjà, on a 5 revendications qu'on veut vraiment porter, qui pour nous semblent indispensables pour faire avancer vraiment la vie des personnes LGBT. Hein. La première, c'est vraiment, il est indispensable de développer des moyens humains et financiers. C'est vraiment l'élément le plus important pour permettre d'avoir des personnes qui soient embauchées pour être des référentes LGBT dans les entreprises, dans les administrations, dans les ministères, pour qu'il y ait une personne référente qui puisse faire créer la possibilité, par exemple, de faire de la communication, pour des lignes d'écoute, pour que faire quand on est victime de discrimination, etc. Créer des outils. Également, il est très important d'avoir des personnes capables de former sur les questions LGBTI. De vraiment embaucher des personnes dont le métier serait vraiment de former d'autres personnes sur les questions LGBTI. Et c'est vraiment la formation qui va permettre de faire avancer la société et de lutter contre les discriminations. Ça, c'est indispensable.
Un autre élément, c'est vraiment les moyens financiers. Ils vont permettre de créer, par exemple, des campagnes de sensibilisation. Il faudrait une campagne tous les ans, en fait, pour vraiment inonder les réseaux sociaux, les médias de ce que c'est que d'être LGBT. Ce n'est pas, c'est juste le matin aller chercher son pain, le midi manger un truc. Enfin, c'est une vie normale, en fait. Et ça, faut vraiment que montrer cette visibilité, montrer que on vit normalement, on n'a pas une troisième corne sur la tête. Enfin, voilà, vraiment montrer qu'on est des personnes tout à fait normales. On a évoqué le fait de la prévention chez les jeunes et même toi en tant que présidente d'SOS Homophobie, tu étais étonnée de voir à quel point les jeunes étaient au courant de toutes les variabilités de genre qui pouvaient exister, de l'éducation sexuelle. Est-ce que justement le fait que ce soit des jeunes qui soient très au courant de tout ça et qui se revendiquent d'un certain genre, d'une certaine catégorie, est-ce que parfois on peut pas se dire que c'est un effet de mode, comme c'est des jeunes qui découvrent ça? Non, c'est pas un effet de mode, hein, vraiment, puisqu'il s'agit d'un ressenti, à la fois pour son orientation sexuelle et son identité de genre, et on peut pas nier qui on est en fait. Donc, et puis il y a un élément important que on peut pas dire que c'est un effet de mode parce que à un moment de la vie, on peut s'identifier de telle ou telle manière, on peut s'identifier non binaire, on peut s'identifier genre masculin, féminin, et on peut également avoir une orientation sexuelle qu'on va identifier comme lesbienne, bi, gay, mais au cours du temps, cela peut évoluer en fonction des rencontres qu'on va avoir et puis de comment on se sent à l'intérieur en fait. Donc tout ça est fluide dans le temps. Okay. Donc ça, faut pas l'oublier. Ouais, non, j'allais dire, est-ce que justement, mais c'est un peu t'as donné un peu la réponse, à ma question que j'allais poser, mais est-ce que justement le fait de vouloir s'assigner à être homme, femme, non binaire, ce genre de choses, est-ce que finalement, on peut pas juste se dire, bah en fait, on s'en fiche et on est qui on est? Ah bah ça serait très bien. Ça serait très bien, mais tout ça c'est basé sur des stéréotypes en fait. Il y a quand on est une femme, il y a une attente. Quand on est un homme, il y a une attente. Tant que ces stéréotypes liés au genre ne seront pas complètement abolis, il y aura toujours cette identification qui sera. Et puis même, il y a des personnes qui s'identifient à genre, mais voilà, il y a beaucoup de manières de s'identifier. Faut pas l'oublier en fait. On peut s'identifier juste, bah moi je suis Lucille. Point. Voilà. C'est chacun s'identifie comme il et elle le ressent en fait. Du coup, est-ce que la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a fait Emmanuel Macron et du gouvernement, ce qu'a fait le gouvernement pendant son mandat présidentiel? Au départ de ce mandat, enfin en 2020, il y a un plan de lutte contre les discriminations qui a été sorti par le gouvernement. Il y a des choses qui ont été faites, donc il y a pour aller sur des lois concrètes, il y a quand même eu la fin des discriminations pour le don du sang des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il y a eu donc l'ouverture de la PMA, c'est une avancée quand même. Il y a eu la fin des thérapies de conversion également, donc avec la création d'un chef d'accusation qui est vraiment spécifique. Voilà, ça c'est des éléments qui sont très importants. Après, ce qui manque encore et toujours, c'est l'accès à la PMA pour vraiment toutes les personnes et la formation en fait. Ils avaient un plan de formation. On attend toujours de voir qui a été formé en fait. Aujourd'hui, ça représente combien de pourcentage de la population française, les personnes LGBTI? Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre, non. D'accord. Parce que ça serait ficher les gens. Oui. Donc ça passe pas du tout. Okay. On n'a pas d'estimation, c'est pas du tout. Non. Du coup, on va terminer avec les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais voir ici, à cette place, dans une prochaine interview? Que tu aimes, que tu n'aimes pas? Ouais, pourquoi pas quelqu'un d'une association trans, ça pourrait être intéressant pour creuser le sujet, ou une personne des associations comme le CIA pour vraiment creuser de sujets sur des thématiques qui sont pointues et qui vraiment sont dans l'air du temps, qui permettraient vraiment de faire avancer les choses. Et dernière question, vous êtes tous nos invités aussi, est-ce qu'il y a une phrase, une citation qui t'accompagne et que tu aimerais partager ici? C'est un peu moins en lien avec les personnes LGBT, mais c'est une phrase qui me marque toujours. C'est
Oublier le passé, c'est se condamner à le revivre. Donc voilà. Merci beaucoup. Cet épisode d'Œil pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.